Bonjour et bienvenue, Mont Blanc Live consacré aujourd'hui au secours en montagne, mais pas que. Alors vous allez tout comprendre dans un instant. Avant cela, bonjour à toute l'équipe, Chloé, bonjour. Aurélie et Greg. Bonjour, tout le monde va bien ? Très bien. Tout le monde va très très bien. Et puis notre invité appartient au CRS Montagne, la prestigieuse unité du secours en montagne. Elle est secouriste, guide de haute montagne. C'est la première femme de l'unité des CRS Montagne. On a donc le plaisir de recevoir Marion Poitvin. Bonjour Marion Poitvin. Bonjour. Alors, vous êtes CRS Montagne, vous avez intégré cette unité prestigieuse du secours en montagne depuis un peu plus d'1 an maintenant. Expliquez-nous. Je suis arrivée en juin 2016, exactement. 1 an et demi. Voilà, donc avant ça, j'ai suivi la formation de policier, donc j'ai fait 9 mois à l'école de police, et en sortie d'école, comme j'ai déjà le diplôme de guide de haute montagne, de monitrice d'escalade, et je suis en cours de formation pour le monitorat de ski alpin, j'ai pu rejoindre directement la spécialité CRS Montagne. Alors, vous avez un sacré parcours. Je vais essayer de le résumer, mais ça va être compliqué. Tout d'abord, membre de l'équipe féminine FFME, donc c'était l'élite des meilleures grimpeuses à l'époque. Ça a déjà quoi, une dizaine d'années, ça ? 2007-2008. Ouais, déjà, c'est déjà un petit peu ancien. Puis la formation de guide à l'ENSA. Puis vous avez intégré le prestigieux GMHM, groupe militaire de haute montagne. Puis instructeur à l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Enfin, CRS Montagne, également diplôme de monitrice d'escalade. Et c'est pas fini, vous passez également le diplôme de monitrice de ski ? Oui, je suis en train. En train. Ouais. Sacré parcours. Du coup, secouriste, c'était quoi, une évidence dans ce parcours-là ? Comment ça s'intègre tout ça ? Secouriste, c'était surtout une belle opportunité parce que j'ai vu une petite annonce. J'étais instructeur montagne dans les chasseurs alpins et puis j'avais du mal à trouver ma place dans cette institution. Et puis j'ai vu l'opportunité comme quoi les CRS Montagne cherchaient des guideuses montagne. Donc j'ai été voir, j'ai postulé. Ils étaient ravis de pouvoir m'accueillir. Donc j'ai suivi la formation de policière. Et donc en sortie d'école, j'ai pu intégrer rapidement. Donc au début, ils me proposaient plutôt un métier de formation. Moi, je me voyais pas trop aller faire du secours. Je voyais les PGHM à Chamonix qui faisaient des trucs très compliqués, assez dangereux et dans ce gros massif. Et en fait, j'ai vu un peu l'envers du décor. Et puis j'ai vu que ce qu'on voyait à la télé, ce qu'on voyait dans les infos, c'était toujours quand ça se finissait pas très bien. Et il y a plein de secours qui se finissent très bien. Il y a plein de secours qui sont très intéressants. Et c'est un métier passionnant et hyper riche. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai pu découvrir le métier de secouriste. Et puis maintenant, je pense que j'aime ça. Alors là, vous êtes et encore en formation et en opérationnel sur le terrain à faire de secours. Faites les deux. Hein. Je suis déjà équipier secouriste, donc je peux déjà aller sur le terrain en poste de montagne et effectuer des secours. Et puis bientôt, je vais me présenter au test de chef d'équipe. Donc là, je serai vraiment responsable de mon équipe et responsable du secours de A à Z. Et puis après, on a encore des formations qui peuvent être officier de police judiciaire, par exemple, pour aussi suivre l'enquête. En cas de décès, il faut rechercher les causes, etc. Donc c'est une partie judiciaire qui peut être super intéressante. Alors, pour comprendre votre savoir-faire, eh bien Aurélie vous a suivi au sein des CRS Montagne. Oui Marion, je suis allée vous rencontrer au SNAS, le Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski des CRS, un quotidien pour le moins varié. On s'est d'ailleurs rencontrés dans votre vestiaire, vous étiez en train de ranger votre matériel. Je vous propose tout de suite de regarder les images. Ça, c'est ma petite armoire avec mes petites affaires. J'ai mes différents rayons en fonction du thème. Il y a les piolets, les mousquetons, les frênes, les broches, les crampons, les baudriers. Ça, c'est tout ce qui est pour préparation des skis. Tout ce qui est pelleçon, c'est tout ce qui est baudrier. En bas, c'est tous les sacs, les cordes. Ça fait vite beaucoup de matériel parce qu'on pratique beaucoup d'activités différentes. Au début, j'ai postulé pour cette spécialité. Je me suis dit, ça a l'air super, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, après 5 minutes de réflexion, je me suis dit, mais il n'y a pas eu de femme encore. Je vais encore être la première. Ça va peut-être encore être compliqué. Et puis finalement, j'ai réussi un accueil vraiment positif de la part de mes collègues et de la part de mes supérieurs. Et ils ont envie que ça évolue, ils ont envie que ça change. Et puis en plus, je suis super contente parce que j'ai réussi à... ça touche d'autres femmes et ça motive d'autres femmes qui auraient pu être intéressées mais qui ne savaient pas trop. Donc je suis contente que ça bouge, ouais. S'il n'y a pas eu de femmes plus tôt, je pense que c'est déjà un effet de la société en général. Et aussi parce qu'administrativement, les femmes n'avaient pas le droit d'être CRS jusqu'à très récemment. Donc forcément, ça met un frein quand même catégorique. Il y avait cet aspect du métier qui était très physique et très exigeant, mais depuis les années 60, 70, les secours ils sont héliportés. Donc on essaye de faciliter au maximum. De toute façon, on a la pénibilité dans tous les travaux, donc ce qui est plutôt à l'avantage des femmes, mais aussi des hommes, ils ne s'en plaignent pas. Hein. Et je pense que c'est aussi la corrélation avec l'évolution du métier de guide. La première femme guide, c'était en 1981 ou 1983 avec Martine Roland. Depuis, il n'y en a que 29 sur aujourd'hui 1500 guides actifs. Donc je pense que plus il y aura de femmes guides et plus il y aura de femmes secouristes en montagne. On garde les élingues de treuillage, mais on fait
avec une sangle. On raccourcit, tu sais, le côté amont avec une sangle. Au quotidien, c'est varié, c'est diversifié. Un coup, je vais être stagiaire parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour le secours en montagne. Je suis équipier secouriste et normalement cet automne, je passerai mes stages pour devenir chef d'équipe. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Et après, il y a tout encore les différentes spécialités, que ce soit en spéléologie, la partie judiciaire, pour devenir officier de police judiciaire. Ça, j'ai encore tout à apprendre. Et il y a aussi la partie où parfois je suis formateur et j'ai eu la chance de pouvoir, par exemple, cet été être intervenante au sein de l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme. Et là, j'étais formateur, j'étais prof à l'ENSA pour les formations de guide de haute montagne. Je suis formateur pour les stagiaires policiers qui ont réussi les tests d'entrée pour rentrer dans la spécialité. Et puis cette semaine, je fais une intervention dans un collège pour expliquer aux jeunes le milieu montagne, de l'information, de la prévention, de la formation. Donc voilà, c'est varié. Et puis parfois, je vais aussi en poste de secours quand même, faire du secours. Nous, on est plutôt formateurs en priorité, donc je fais 3 semaines de secours par an. Mais à chaque fois, c'est 7 jours, puis on essaye de trouver des périodes un petit peu actives. Donc au final, on fait quand même suffisamment de secours. Ce serait toujours mieux d'en faire encore un peu plus, mais bon, on ne peut pas tout faire aussi non plus. Et je suis aussi stagiaire parfois pour finir mon diplôme de monitrice de ski alpin, et tout en étant prof pour la partie alpinisme. Enfin bref, c'est varié. Donc voilà Marion, un quotidien pour le moins varié. Vous dites c'est le mot montagne qui a guidé vos choix. On sent cette soif de gravir les sommets et c'est au sens propre comme au sens figuré. Vous avez cette soif d'apprendre également. Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'être dehors. Moi, j'ai les souvenirs du lycée où on était coincés en terminale, c'était horrible, surtout l'hiver, parce qu'on voit les montagnes. Moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron. On voit les montagnes depuis la fenêtre de classe. Et je pense que la frustration, ça peut vraiment aider à trouver de la force et de la motivation pour atteindre ses objectifs. Il y a un petit côté hyperactif en vous ou c'est posé quand même, toutes ces choses que vous enchaînez au quotidien? Non, je ne suis pas hyper active. Non, j'adore passer une journée entière à boire du thé et puis à lire des bouquins. Mais c'est vrai que j'ai envie de réaliser plein de choses, j'ai envie de partager plein de choses. Je suis bien consciente que j'ai eu la chance et l'opportunité et que je les ai saisis d'avoir un parcours exceptionnel et encore unique. Et j'aimerais vraiment que ça évolue et que d'autres femmes aient la chance de pouvoir vivre tout ça. Je parle notamment de mon expérience au GMHM. J'ai pu rentrer en 2008 et c'était la première fois qu'il y avait une femme et il n'y en a pas encore eu de deuxième. Et vraiment, ça m'a permis d'avoir une bonne expérience en montagne, de passer mes diplômes et finalement de pouvoir aller assez vite et finalement de pouvoir imaginer être secouriste en montagne. Et tout ça, ça s'est fait à partir de là. Vous voulez ouvrir la voie pour les autres femmes? J'ai ouvert ma voie et j'ai envie qu'il y en ait d'autres qui suivent parce que moi, ça m'a permis de me trouver, d'être moi-même et de vivre des trucs super et j'ai envie de le partager. Justement, vous pouvez peut-être nous dire un mot de Lead the Climb? Alors du coup, pour mieux partager, parce que j'étais instructeur montagne pour les chasseurs alpins, donc du lundi au vendredi, j'emmenais des chasseurs alpins en montagne. Il y a pas de femmes dans ces spécialités, c'est très physique et puis ça fait un peu peur, ce milieu militaire et montagne, les deux en même temps. Du coup, je me disais, les week-ends, j'avais déjà la chance d'encadrer des groupes de jeunes femmes CAF. Moi-même, j'en avais fait partie en tant que jeune femme alpiniste. Donc, je trouvais super de pouvoir enfin faire passer ça. Et puis, ça a quand même bien du succès. Il y a le groupe d'alpinistes féminin 74 et le groupe féminin de haute montagne, GFHM. Et ces deux groupes, c'est 16 places. Et l'année dernière, on a reçu 60 dossiers. Donc, je me dis, il y a encore 40 nanas sur le carreau qui ont envie d'apprendre. Donc, on a créé une association qui propose des week-ends à la carte. De formation technique de l'alpinisme et au leadership. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire que c'est possible dans un métier qui est réputé être plus masculin? Non, on sait que c'est possible, mais c'est vrai qu'on montre beaucoup de superwomen qui font plein de trucs de fou, mais l'idée, c'est de donner concrètement les moyens à ces femmes de pouvoir organiser sa sortie en montagne. Et puis à terme, on veut vraiment faire des week-ends mixtes, parce que l'idée, c'est vraiment d'intégrer les femmes, mais leadership, dans la pratique de la montagne. Il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent, mais pas forcément de plus en plus de leaders, parce qu'aujourd'hui, on a encore seulement 2% de femmes guides. Est-ce que le côté école de police n'arrête pas un petit peu les vocations de certaines femmes qui justement aiment être en montagne et n'ont pas forcément envie de faire ce passage par l'école de police? Quand on est secouriste en montagne, on est d'abord policier et ensuite montagnard. Il y a pas mal de femmes dans la police, il y a 30% de femmes en police. Du coup, l'école de police, c'est pas quelque chose, on en revient vivant, quoi. Ça se passe très bien. C'est un petit peu loin des montagnes pendant quelques temps. C'est loin des montagnes pendant 9 mois, effectivement, mais c'est vrai qu'on apprend un petit peu nos gammes pour rejoindre cette institution. Et puis, au final, 9 mois... c'est vite passé aussi, non? Je sais pas, j'ai jamais été maman, mais... Ça va. Alors, le secours en montagne est organisé par l'État en France depuis 1958. Découverte de cette histoire, la petite et la grande histoire, avec Chloé. Alors Marion, vous êtes donc la première femme CRS montagne. Est-ce que vous avez conscience d'entrer dans l'histoire?
Peut-être on s'y habitue, je sais pas, parce que du coup j'ai fait la première au groupe militaire de haute montagne et puis aussi à l'école militaire de haute montagne et puis maintenant C'est pénible. Encore à c'est première. pas pénible, mais finalement j'avais aussi lu une étude intéressante qui montrait que être la première dans quelque chose c'est bien, mais être la deuxième c'est pas si facile non plus. Parce que y a pas toutes ces paillettes autour et il y a quand même le même boulot à faire. Il faut quand même pousser un peu des coudes et se faire sa place. Donc je suis bien consciente que j'en ai dans l'histoire et j'ai vraiment envie de prendre ce rôle à cœur et d'ouvrir la porte pour les autres surtout. Alors moi, je vous propose de revenir sur les origines de cette compagnie républicaine de sécurité qui s'est spécialisée au cours du temps dans les secours en montagne. Pour comprendre l'histoire de ces sauveteurs, il faut remonter en 1944. Au même titre que les autres unités de maintien de l'ordre, les unités de montagne voient le jour par la volonté des pouvoirs publics pour créer une véritable surveillance policière aux frontières. C'est donc tout naturellement que les premières missions de cette nouvelle police sont confiées au CRS. Des patrouilles à pied et à ski sont rapidement mises en place dans les massifs alpins et pyrénéens. Peu à peu, les agents engagés vont s'initier aux techniques d'évacuation et de portage des blessés dans les situations d'urgence. À partir de 1955, les loisirs en montagne se démocratisent, il faut aller chercher de plus en plus de blessés dans des zones difficiles d'accès. Face à cette évolution et aux exigences des vacanciers toujours plus nombreux et souvent imprudents, les CRS sont contraints de renforcer leur technicité. Le Centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski, le SNAS, est alors créé à Grenoble et Val d'Isère en 1956, puis définitivement installé à Chamonix en 1986 au pied du Mont Blanc. Il s'agira de la toute première école de sauvetage en montagne en France, mais aussi au monde. Et tout a réellement commencé à Noël 1956 avec l'accident de deux alpinistes bien connus, que vous connaissez également Seb, Vincent Don et Henri. Oui, effectivement. Alors ça, c'est souvent la grande histoire commence par la petite histoire et c'est l'histoire de ce drame. Jean Vincent Don et François Henri, c'était à Noël 56. Ils étaient partis en montagne faire l'éperon de la Brinva en 56. Ils sont restés bloqués à 4000 mètres d'altitude au-dessus d'une barre de sérac. Ils ne pouvaient plus redescendre. Ils étaient en difficulté et c'était des jeunes. Ils avaient 24 ans. C'était aussi à l'époque, on commençait l'alpinisme hivernal. Ils sont restés bloqués et on a essayé d'organiser du secours. Il y a eu 2 hélicos qui sont partis. Il y a un hélicoptère qui s'est crashé et finalement ça s'est mal terminé et ça fait polémique à l'époque puisque on a redescendu les 2 corps de ces 2 jeunes, Jean Vincent Don et François Henri, que en mars 1957 et c'est de ce drame qu'est née l'histoire du secours en montagne en France. Et c'est en mars 1957 que l'organisation actuelle des secours se met en place. Les CRS sont désormais des secouristes officiels et s'entraînent de manière régulière, professionnelle, comme dans ce reportage de la fin des années 50. Durant toute la belle saison, les spécialistes des sections de montagne des CRS sont répartis dans les postes de secours. Ils s'entraînent quotidiennement. Ils peuvent être appelés à tout moment à exécuter des opérations de sauvetage seuls ou avec d'autres organismes de secours civils et militaires. Chaque jour, donc, ils s'entraînent. Dans l'ensemble, le thème est toujours le même. Un ou plusieurs alpinistes en difficulté dans une paroi, sur une vire, sur un glacier, et qu'il faut ramener. L'un après l'autre, tous les exemples possibles d'accidents, et jusqu'aux cas limites les plus improbables, font l'objet d'un problème, d'une étude, d'un exercice, d'une solution. Alors la star de l'époque, c'est Sauveur Piguilhem, qui a quand même un nom prédestiné, il faut dire. Alors c'est le premier guide de haute montagne à rejoindre les rangs des CRS. Il inventera même un brancard qui porte son nom, la fameuse perche Piguilhem. La perche Piguilhem. Juste derrière vous, ce que l'on voit, Marion, alors ça c'est pas une perche, mais c'est quoi? C'est une luge? Ça c'est l'UT2000. L'UT2000, il vient de l'armée, il sert à redescendre les victimes qu'on n'a pas pu électroyer, donc c'est un traîneau de neige. C'est un traîneau, c'est ça, pas une luge, mais un traîneau, c'est ça. Alors là, on a vu, il y a pas mal de techniques de montagne. Est-ce que les techniques évoluent? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous innovez sur les techniques? Vous êtes en perpétuelle recherche ou c'est vraiment les mêmes techniques depuis des années et des années? Non, on essaye d'évoluer quand même. Non, mais... Il y a même des femmes maintenant. Donc non, bien sûr, on essaye de coller surtout à l'évolution des pratiques de montagne, parce que maintenant on fait le Mont Blanc en basket, maintenant on décolle en parapente de n'importe où,
on skie des trucs absolument inimaginables, donc il faut surtout coller à la pratique. Donc ça oblige des interventions dans des milieux dans lesquels vous n'interveniez pas avant, c'est ça? Pas forcément des milieux, c'est le même milieu, c'est le milieu de la montagne, de la haute montagne, mais surtout imaginer des scénarios, essayer de retrouver ce qui s'est passé. Des fois, il faut un petit peu d'imagination, parce que des gens ils vont dans des endroits, c'est vrai qu'ils sont... et puis faire des sports qui étaient jusque-là absolument impossibles. Alors juste, on va revoir une image avec Sauveur Piguilhem, vous en avez parlé Chloé, on a une image historique. Il y a ce monsieur qui était un monsieur très intéressant puisqu'il est guide de haute montagne et secouriste et inventeur, il savait vraiment tout faire. Justement, voilà, c'est le premier à être guide de haute montagne. Maintenant, beaucoup d'entre vous vous êtes également guide de haute montagne, beaucoup de vos collègues le sont, mais c'était le premier à en faire partie à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que c'était une époque aussi, il y avait peut-être 20 guides par an, donc maintenant il y en a une quarantaine. Il y en a une quarantaine. J'allais dire là, ce matériel, vous l'utilisez encore, le matériel mis au point par Piguilhem, c'est ce qui a été dit, vous modernisez, mais vous l'utilisez encore ce matériel? On l'utilise encore, ça dépend de l'hélicoptère, parce que le C-145 permet de prendre la Franco Garda, donc une civière un petit peu plus grande, et des fois on est obligé de reprendre l'hélicoptère un petit peu plus petit parce que l'autre est en panne, donc dans ce cas-là ils ressortent la Piguilhem. Mais c'est... Voilà. Allez, on revient justement. On reste en 2018. Marion Poitvin, on a fait l'histoire du secours en montagne. On le rappelle, vous êtes la première femme CRS montagne, la première femme guide de haute montagne et au CRS montagne. Marion Poitvin, vous avez aussi d'autres activités. Vous avez également un gros cœur. On va voir ça avec Greg. Oui, parce que Marion était donc guide. La montagne, c'est vraiment une passion. Et on va voir un petit sujet avec des images de Bertrand Delapierre sur l'ascension de la face nord des Droites. C'est une grande face, 1 kilomètre de face, c'est quand même géant. Et puis c'est une face qui est très fuyante, avec aucune vire, aucun replat. On a l'impression quand on grimpe dedans que c'est un immense toboggan et que si jamais on se la colle, on glisse jusqu'en bas, quoi. À chaque fois, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Des superbes images de Bertrand Delapierre. Donc cette ascension, c'était en 2010. Ces images ont été faites en 2010. Ça pose un petit peu les choses pour ceux qui se posent encore la question de savoir si une femme sait grimper. Voilà. C'est la face nord des Grandes Jorasses, c'est ça. C'est la face nord. Des droites, pardon. La face nord des droites. Face nord des droites, pardon Marion. Et Marion a également un grand cœur. On s'est rencontrés en 2012 avec Marion. Elle préparait l'ascension avec Liv Sansoz et Vanessa François du Yosemite aux États-Unis. Et Fabien Dugé. Pardon. Donc Vanessa, c'est une jeune femme belge qui s'apprêtait à être guide, qui a eu un accident à Chamonix, mais qui a voulu absolument continuer sa passion et donc partir grimper. Et donc Marion, ici présente, ainsi que donc Liv et Fabien, l'ont accompagnée dans cette ascension. Sinon tu me prends bien et je balance direct.
croyait vraiment pas, mais tout était fermé aux États-Unis. C'était le 1er octobre et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un budget, donc ils ont fermé tous les parcs nationaux, il n'y avait plus d'argent pour payer les gens. Il y avait 800 000 personnes au chômage du jour au lendemain aux États-Unis, c'était juste tellement hallucinant qu'on n'y a pas cru. Oh, c'est mignon. Heureusement que je me suis entraînée 1 an et demi parce que sinon c'est pas de gagner. Hein. Bon, c'est parti. Hein. Bonne montée à, ouais, à tout à l'heure. Un petit moment. Je te fais un bisou. Merci Lise. À tout à l'heure. Bon, on est parti. Bon, 2 longueurs aujourd'hui. Une belle émotion de enfin de la voir s'élever sur la corde et puis prendre son élan et se retrouver là contre le rocher, quoi. C'est magique. Quand on est au pied de ce gros mastodonte, c'est quand même pour un grimpeur, il y a le cœur qui va, puis ça fait plaisir. Le cap, c'est pas qu'on n'avait pas trop le choix, mais c'est une des plus grosses faces, des plus raides. C'est une grosse falaise, c'est un gros caillou là, très raide. Et c'est tout simplement mythique, quoi. C'est vraiment la paroi, le big wall par excellence. Essayez de boire, manger. J'ai fait la moitié de la longueur 8. Alors demain, on aura fait la moitié de la voie. Aujourd'hui, on a fait C2+, 5, 11+, 8+, A3. On a fait plein de trucs. Elle ne pourra jamais tirer un trait là-dessus, c'était trop sa passion, elle a trop investi d'énergie, de temps. Mais faire plus ou moins un trait là-dessus, ou en tout cas transformer cette passion. Ouais, alors j'avais oublié de le préciser au début. Suite à son accident, Vanessa est devenue paraplégique et donc elle a fait toute l'ascension uniquement à la force des bras. Et donc vous étiez là pour l'assister sur les transferts du portaledge, là où vous dormiez, et pour installer les voies, c'est ça? Donc nous, on installait une corde fixe, une corde statique. Donc sur les 600 mètres d'ascension. Et puis elle tractait à la force de ses bras. Elle s'est tractée comme ça pendant les 600 mètres, pendant 5 jours. 5 jours. On a dormi sur la paroi. On a passé 4 nuits sur la paroi. Marion, on vous voit dans le film en train de la porter sur votre dos. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné confiance pour la suite, la suite de votre carrière? C'est vrai que ça m'arrive rarement de poter des gens sur mon dos juste comme ça. Et c'est vrai que le secours en montagne était dit très physique parce que justement, il faut savoir porter ses victimes. Il y avait même à une époque, pour passer le guide de haute montagne, le critère comme quoi le guide devait être capable de porter son client à la descente s'il y avait un souci. Et oui, c'est possible. Et puis Vanessa, c'est pas un petit gabarit, ouais. Elle fait 1,70 et puis ouais, c'est beau, mon dos va bien. Je reviens sur votre métier de secouriste, c'est votre actualité, donc première femme secouriste. Secouriste, vous aimez la montagne, on l'a compris, mais c'est aussi l'art quand même de se mettre de temps en temps dans des situations un petit peu improbables. Et difficile et compliqué. C'est vrai qu'il faut aller chercher les gens. Disons que c'est aussi un peu eux qui se mettent dans des situations improbables et qu'à un moment, il faut que quelqu'un aille faire quelque chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est plein de surprises, quoi. C'est plein de surprises. Quand vous partez sur un secours, c'est quoi votre état d'esprit, en fait ? Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que des fois, on a un petit peu froid, on a un petit peu faim, un petit peu soif, la journée arrive, et puis quand on est sur le secours, on a plus faim, plus froid, plus soif, on est dedans, quoi. Il y a peut-être une sorte d'adrénaline aussi qui arrive, parce qu'il faut être efficace, il faut être rapide,
parce qu'on utilise l'hélicoptère, ça c'est quand même pas un moyen de transport anodin, même si c'est comme une partie qui est quand même très agréable du métier. Ça, je ne cache pas que j'aime bien monter dans la machine, mais je suis aussi bien consciente que c'est vraiment pas anodin de monter dans un hélicoptère, il y en a encore qui ont des crashs et il faut faire quand même vraiment attention à ça. Et puis alors, pour conclure, parce que souvent on parle de secours en montagne, on parle de drame, mais vous l'avez dit au cours de l'émission, il n'y a pas que des drames, il y a aussi des moments heureux dans le secours en montagne. Et il y a plein de secours qui se finissent très très bien, et la plupart des secours, heureusement. J'ai pas les statistiques, ouais, voilà, sinon on ferait vraiment, ça s'appellerait, comment ça s'appelle ceux qui vont chercher les croque-morts, les croque-morts, voilà. C'est pas le cas, voilà, il y a quand même un hélico noir, non, heureusement, ça se passe très bien. Avec des histoires aussi heureuses et des histoires agréables. Ouais, ça. Complètement. Moi, j'y ai pas encore fait assez de secours pour avoir vraiment une belle anecdote, mais on m'a raconté des histoires magnifiques où les gens se retrouvaient et puis c'était improbable, où il y avait des survivants dans des situations absolument improbables. Et il y a aussi des drames, évidemment, mais il y en a beaucoup qui se finissent bien. Eh bien voilà, merci à vous Marion Poitvin. Quel parcours, et c'est pas fini puisque vous allez encore passer le diplôme de monitrice de ski, on l'a compris. La suite, ce sera peut-être dans un nouveau numéro de Mont Blanc Live, pourquoi pas avec Marion Poitvin pour d'autres aventures. En attendant, les replays, c'est sur le www.montblanclive.com et puis réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mont Blanc Live.